Donc, le projet LAST a fait l'objet d'une expérimentation coportée par la Coréade et le service de soutien méthodologique et d'innovation en prévention du CHU de Bordeaux. C'est toujours très long à dire. Du coup, cette expérimentation s'est tenue en 2020. Et donc Margot Fontan va vous présenter les résultats de cette évaluation qu'elle a menée pendant plus d'un an. Voilà. Merci Margot. Bonjour à tous, merci d'être resté jusqu'au bout déjà. Je vais parler un peu plus fort alors. Du coup, je vais commencer la présentation. Donc, comme vous l'a dit Rebecca, donc, je vais vous représenter un petit peu le projet LAST pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et enfin, donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est quand même de vous présenter du coup les résultats de l'évaluation du pilote LAST qui s'est déroulé du coup en 2020 sur le bassin de vie d'Arcachon-la-Teste-de-Buch. Alors, donc le projet LAST, donc lieu d'accompagnement à la santé sans tabac, est coporté donc par le CHU et la Coréade. Il est financé sur les appels à projets Fonds Addiction 2020-2022. Alors, l'intervention de LAST. Donc, LAST, il a été construit avant tout sur 3 grands axes, à savoir les formations, la communication et l'organisation. Donc, les formations, bien entendu. Nous, notre objectif, puisque c'est un projet qui s'adresse aux professionnels de santé, c'est d'accroître les compétences de ces professionnels dans l'accompagnement au sevrage tabagique. Donc, j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure, mais l'objectif, c'est d'outiller, de former et de guider, d'accompagner les professionnels de santé qui sont prescripteurs ou non, mais dans un premier temps prescripteurs. Donc, les nouveaux prescripteurs de 2016 dont on a pu parler lors de la table ronde. Ensuite, au niveau de la communication, donc j'y reviendrai tout à l'heure également, mais le projet s'est basé sur le principe du marketing social, un peu comme le principe de Mois sans tabac, si vous voulez, de façon à amener les fumeurs à identifier les professionnels qui peuvent les aider et à faire en sorte qu'il y ait vraiment une véritable rencontre entre les professionnels et les patients, puisque finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dialogue de sourds finalement. Le professionnel ne va pas parler du tabac parce que le patient n'en parle pas, et le patient ne va pas parler du tabac puisque son médecin ne lui en parle pas. Donc l'idée, c'était vraiment de réaliser une rencontre à ce niveau-là. Et enfin, donc le troisième axe qui est un travail sur l'organisation. Donc l'organisation sur les professionnels du territoire, à savoir essayer de créer ce que vous disiez notamment lors de la table ronde, créer un réseau de professionnels, faire en sorte que les professionnels se rencontrent et qu'ils échangent davantage sur la question du tabac. Donc, concernant les formations, donc, le projet LAST, ça vise donc à développer les compétences des professionnels de santé. Donc, j'ai volontairement là mis les outils qui étaient aux prémices du projet. Donc, vous verrez plus tard que ces outils, ils ont été retravaillés suite à l'étude pilote. Donc, il faut savoir que ces outils, ils sont mis à disposition des professionnels lorsqu'ils rejoignent le réseau LAST. Ce sont des outils qui vont aider le professionnel à être identifié par le biais d'affiches, d'autocollants par les patients, mais aussi qui vont l'aider à initier les prescriptions, par le biais notamment d'un mémo de prescription, d'aide à la prescription des TSN. On va également leur proposer des flyers d'orientation qui notamment ont été, je reviendrai, mais qui ont été beaucoup utilisés par exemple par les kinésithérapeutes qui ne faisaient pas grand-chose jusqu'à présent, mais qui ont commencé à prendre en charge le tabac, et qui du coup avaient besoin de contacts pour orienter les patients qui ne se sentaient pas de suivre ou à qui ne pensaient pas pouvoir prescrire quelque chose. On propose également l'agenda des envies, comme vous l'a présenté Philippe ce matin, qui est un agenda en fait de la gestion du craving. On propose un carnet des aides ou qui permet du coup à la fois qui s'adresse finalement aux fumeurs et aux professionnels, puisqu'il permet de recenser l'ensemble des aides que peut avoir un patient pour arrêter de fumer, que ce soit en termes de professionnel, en termes d'activité, de traitement, etc. Il y avait aussi à l'origine l'éventail des aides et nous avons toujours le site internet qui permet de recenser l'ensemble des professionnels. Vous allez avoir une carte sous forme d'annuaire qui va permettre d'identifier l'ensemble des professionnels de votre territoire, qui sont LAST également, qui sont aussi centres ressources, qui peuvent vous soutenir et vous accompagner dans une prise en charge tabac. C'est un site qui vous permet aussi de poser vos questions, de commander des outils qui sont gratuits, c'est un engagement gratuit, et enfin, un engagement aussi qui ne vous engage à rien quelque part, puisque nous, on met des choses à votre disposition pour que vous puissiez répondre à une éventuelle demande d'un patient.
On propose également des formations. Donc tous les mois, nous proposons des visio-formations qui sont finalement très appréciées quand même, puisqu'elles ont l'avantage d'être à distance et du coup de permettre aux professionnels de s'adapter, de faire ça s'ils le souhaitent dans son cabinet. Nous proposons également des tutoriels sur ce site internet et à la demande, nous pouvons également réaliser des formations sur site. Donc nous sommes capables de venir sur demande faire une formation auprès de votre équipe Azalée, auprès d'une pharmacie, d'une officine, puisque c'est aussi tout intéressant finalement de prendre l'ensemble des professionnels de la pharmacie, non pas seulement le pharmacien, lors d'un cabinet, etc. Là, prochainement, pour vous donner une idée, nous allons donc déployer le projet sur les Pyrénées-Atlantiques et nous allons faire une soirée de formation à Hendaye le 28 septembre prochain et à Mauléon-Lichard le 7 octobre prochain. Donc concernant l'axe de la communication, donc l'idée voilà, c'est vraiment de faciliter la demande d'aide, faire en sorte que les patients, lorsqu'ils vont, je sais pas, en pharmacie, qu'ils puissent voir que voilà, la pharmacie est un LAST, qui peut être ici accompagné et être pris en charge, poser des questions pour le tabac. C'est vraiment favoriser voilà, la demande d'aide des fumeurs à partir des techniques du marketing social et donc optimiser cette rencontre entre patients et soignants. Enfin, concernant l'organisation, donc nous, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle une prise en charge graduée. C'est-à-dire qu'on va travailler à la fois avec les professionnels des premiers recours, mais aussi des seconds recours, autrement dit les centres ressources ou les centres addictos, et en collaboration donc, avec les filières métiers, à savoir les UAPS, les ordres, et les dispositifs de coordination comme les CPTS, les CLS ou d'autres réseaux de professionnels. Nous, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que finalement, eh bien, le patient il peut être pris en charge en proximité, voilà, qu'il soit pris en charge dans son quartier, qu'il n'ait pas besoin de faire 60 km finalement pour être pris en charge pour le tabac, alors qu'il pourrait très bien être accompagné par son pharmacien, son infirmier ou autre. L'objectif aussi, c'est de désengorger un petit peu finalement les rendez-vous dans les centres addictos. On sait que les délais pour un rendez-vous sont quand même très très longs et on sait aussi que lorsqu'un patient il se manifeste pour être pris en charge, il faut qu'il soit pris en charge maintenant, sinon la motivation elle retombe. Donc l'idée c'est aussi de favoriser ça et de faire en sorte que le patient il puisse avoir une réponse au moment où il en a besoin et qu'il n'ait pas à attendre 3 semaines, 1 mois et que seuls les gros patients fumeurs polyaddicts et présentant des comorbidités ou autres, les patients complexes finalement, soient pris en charge dans les centres spécialisés. Voilà. Et donc toute cette coordination-là, nous la travaillons à la fois avec les professionnels de la ville, les centres addictos, les URPS, etc. et les réseaux déjà existants. Donc aujourd'hui, qui peut être LAST tabac? Finalement, tous les lieux de santé. Donc les pharmacies, les maisons de santé, les cabinets médicaux, paramédicaux, on va jusqu'au service de santé des entreprises, hein, puisqu'il y a quand même un environnement favorable à la prise en charge du tabac en entreprise. Hein. Donc voilà, nous on étale vraiment tous les lieux de santé peuvent être LAST. Et l'idée, c'est, comme je vous le disais au début, c'est de cibler donc les prescripteurs, mais aussi pas que. On sait qu'il y a un intérêt à prendre en compte aussi les professions comme les psychologues, les diététiciens, les assistants, qui peuvent très bien initier une prise en charge et orienter vers après le suivi vers un professionnel plus apte à accompagner le patient. Donc pourquoi rejoindre LAST? Donc déjà avant tout, c'est bon, former, accroître vos compétences en matière d'accompagnement à la santé, à l'arrêt au tabac, outiller les professionnels, faire connaître à vos patients fumeurs que vous pouvez les aider, permettre aux fumeurs de trouver de l'aide en proximité, voilà, humaine, territoriale et temporelle, faire de la prévention puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé dans le soin. Les aider puisqu'on sait que ça fonctionne, je reviendrai sur la méthode qui a été développée sur le projet. Gagner du temps au niveau des pathologies, on sait que voilà, ça permet d'éviter certaines choses, gagner en efficacité et enfin rejoindre donc une communauté de professionnels et pas seulement les professionnels de votre profession propre, mais aussi d'aller à la rencontre d'autres professions avec lesquelles vous pouvez échanger sur le tabac. Donc concernant du coup l'évaluation. Alors l'évaluation, elle a commencé donc en même temps que le déploiement du projet pilote sur le territoire d'Arcachon et la Thèse de Buch.
pourquoi ce territoire-là? Finalement, ça a été parce que l'idée, c'était de déployer l'intervention sur un secteur d'activité où on sait qu'il y avait toutes les ressources nécessaires pour prendre en charge le tabac. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir si, lorsqu'il y a tout, est-ce que le projet fonctionne finalement. Donc, pour cela, l'intervention a été évaluée sur 3 grands axes. Donc, l'étude du processus d'implémentation, qui vise finalement à regarder est-ce que les professionnels sont intéressés et est-ce qu'ils adhèrent à l'intervention. Donc pour cela, on a regardé les inscriptions, la participation à la soirée de formation, participation aux visioformations. On a évalué également l'étude de l'efficacité organisationnelle de cette intervention-là. Donc c'est finalement regarder si, une fois que les professionnels se sont intéressés au projet, est-ce qu'ils ont continué à appliquer l'intervention? Est-ce qu'ils ont vraiment mis des choses en pratique dans leur consultation habituelle? Donc on a regardé pour ça l'application de la méthode des 5K. La méthode des 5K, c'est la méthode sur laquelle s'appuie le projet, notamment. C'est une méthode dont l'efficacité a déjà été démontrée, notamment à l'étranger. Donc on sait que si cette méthode est appliquée, il y aura forcément des effets par la suite. Donc nous, vraiment, c'était l'idée de regarder, est-ce que c'est mis en pratique, est-ce que les professionnels arrivent à l'utiliser? On a également regardé du coup les échanges entre ces professionnels-là. Et enfin, donc, on a évalué l'étude de viabilité qui consiste à se demander si finalement, est-ce que l'intervention proposée, elle est réalisable en conditions réelles. Donc pour cela, on a réalisé une analyse qualitative par le biais d'entretiens semi-directifs. Alors, concernant les inscriptions, donc, on a voulu dissocier le nombre d'inscriptions sur le territoire pilote et sur la région, puisqu'on se rend compte qu'il y a une petite différence, mais on se rend compte du coup que sur le territoire pilote, donc on a eu une 50aine de LAST inscrits. Donc je précise bien que 50 LAST, ça ne veut pas dire 50 professionnels, puisque 50 LAST, ça peut représenter, un LAST, ça peut être un cabinet de 3 à 4 kinésithérapeutes. Et on se rend compte donc sur le territoire pilote que ce sont les pharmaciens qui sont le plus mobilisés, ainsi que les kinésithérapeutes. Donc sur le territoire pilote, malheureusement, nous n'avons pas réussi, ou très peu d'infirmiers se sont inscrits. Nous, on a eu beaucoup de mal à les contacter, à les rencontrer, à leur présenter le projet. Et on se rend compte que finalement, sur la région, on a 280 LAST qui sont inscrits, et ce sont les infirmiers qui sont en première place. Donc on se rend bien compte que finalement le projet, il a quand même été communiqué à l'extérieur de ce territoire et que les infirmiers sont très intéressés malgré ce que le territoire pilote faisait ressortir. Voilà. Donc concernant les formations. Donc au niveau des formations, nous on a regardé la participation sur les visioformations et lors de la soirée de formation que nous avons réalisée au TECH durant l'étude pilote. Donc, sur les visioformations, on s'est bien rendu compte que c'était un format qui était apprécié. Donc, vous voyez qu'entre avril 2020 et janvier 2021, on a eu 121 participants, dont la majorité étaient des professionnels prescripteurs. Mais aussi, on a vu une participation de professionnels non prescripteurs comme les psychologues, les diététiciens et les assistants et des chargés de santé publique qui étaient intéressés par le projet pour pouvoir le diffuser au sein de leur structure. Donc, ces visioformations, malheureusement, elles font remonter qu'il y a peu d'inscrits à l'issue de cette formation. Par contre, depuis le temps qu'on les a mis en place, les inscriptions sont constantes. C'est-à-dire que tous les mois, on a entre 10 et 15 professionnels qui s'inscrivent pour participer à ces visioformations, ce qui démontre tout de même l'intérêt qu'ils éprouvent face à ce format-là. Concernant du coup la soirée de formation, alors, donc nous, on a eu 18 participants sur cette formation-là, majoritairement des prescripteurs, et contrairement aux visioformations, le fait d'être en présentiel a permis d'aboutir à 8 inscriptions ici, dont 6 sur le territoire pilote, ce qui montre qu'il y a un intérêt finalement à aller à la rencontre aussi des professionnels pour présenter un projet. Ce sont deux formats totalement différents, puisque finalement il y en a un qui est plus adapté à l'emploi du temps des soignants, on va dire, tandis que l'autre, il permet de favoriser la rencontre, les échanges aussi, puisque lors de ces soirées de formation, vous rencontrez non seulement vos confrères, mais aussi les centres addiction,
qui sont sur votre territoire. Quelque part, pour nous, c'était intéressant de vous présenter les centres addicto qui sont sur ce territoire-là, puisque ça vous permet aussi de mettre un visage et de vous dire si jamais je contacte quelqu'un, c'est cette personne que j'aurai au téléphone. Le but, c'est vraiment de créer un lien plus humain et de se dire il y a vraiment un échange qui peut être possible, c'est pas seulement un répondeur que je vais avoir si j'ai besoin d'une question ou d'un soutien. Alors, concernant du coup la prise en main de l'accompagnement au sevrage tabac. Alors, ici, on va vous présenter du coup les forces et les limites de cet accompagnement qui ont émergé à l'issue du pilote. Donc, il y a une vingtaine de professionnels qui ont été interrogés sur ce territoire, sur les 50 inscrits. Donc, ce sont vraiment des résultats en fonction des personnes interrogées. Donc, les limites que l'on a fait ressortir malgré la motivation de la prise en charge, c'est qu'au niveau, par exemple, des pharmaciens, ils sont formés et ils conseillent du coup les traitements de substitution nicotinique, mais malheureusement, comme vous le disiez sur la table ronde, ils ne sont pas encore habilités à prescrire. Donc, ce qui présente finalement une limite financière si le patient il est pris en charge par un pharmacien. Je reviendrai sur les forces qui contrebalancent ces limites-là. Concernant du coup les infirmiers et les kinés, la problématique c'est celle également de la rémunération, puisque la prise en charge est possible seulement en complément d'un soin prescrit finalement. Au niveau des problématiques de temps, ça regroupe l'ensemble des professionnels. L'ensemble ont fait remonter qu'ils n'avaient pas forcément le temps de prendre en charge pour le tabac, puisqu'ils s'imaginaient que c'était des consultations spécifiques qu'ils devaient mettre en place, d'où l'intérêt des visioformations et des formations que nous proposons pour leur faire toucher du doigt que non, c'est quelque chose qui peut être fait en 2 minutes ou au cours d'une consultation lorsqu'on discute avec le patient. Également, il y a la problématique de la posture, c'est comment amener le sujet du tabac et l'inclure dans une consultation. Donc ça aussi, nous y répondons lors des formations. Et c'est quelque chose qui a été notamment soulevé beaucoup par les kinés qui n'ont pas l'habitude. Du coup, ils se disent, mais comment je peux aborder le patient, le tabac, si un patient il vient, je ne sais pas, pour un problème de genou, quel est le rapport? Donc voilà, nous, on aborde ça sur nos formations. Et aussi, du coup, comme le projet a été lancé en 2020, qui a été une grande année, puis nous avons malheureusement eu un impact Covid également, puisque le tabac, du coup, n'a pas toujours été une priorité dans le soin des soignants. Et donc, il y a eu des problématiques au niveau de la prise de rendez-vous pour certains à cause des distanciations sociales. Il y a une relance de la dynamique tabac aussi pour certains centres ressources, mais on ne sait pas malheureusement si c'était dû à cause du Covid ou de l'AST. Donc voilà, donc on a malheureusement pris en compte le Covid dans notre évaluation, puisque nous avons lancé le projet en février 2020 et que nous avons été confinés en mars 2020. Voilà. Concernant du coup, alors la posture, donc, elle est quand même privilégiée pour beaucoup de professionnels. Il y a une légitimité en fait que certains professionnels n'osent pas avoir dans la prise en charge du tabac. Je pense notamment aux kinés ou qui discutent en fait beaucoup avec le patient pendant sa consultation et qui du coup donnent la sensation d'être plus accessible pour le patient. On retrouve la même chose chez les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes. De la même manière, ce sont des professionnels qui ont des consultations régulières, qui du coup favorisent un suivi et une discussion avec le patient. Concernant les médecins généralistes et les centres addicto, l'avantage c'est que eux, ce sont des professionnels qui ont la possibilité de prescrire donc des médicaments et d'aller bien au-delà du coup d'un simple suivi et qui du coup permet une prise en charge complète et un petit peu plus complexe. Donc, ce qui démontre finalement que l'ensemble de ces privilèges par profession démontre une complémentarité aussi entre toutes les professions. D'où l'intérêt vraiment d'un échange et d'une communication et de l'élaboration d'un réseau de professionnels autour du patient. Concernant du coup cette notion de réseau et d'échange, on s'est rendu compte au cours de cette évaluation que les professionnels y restaient dans leur réseau habituel, ce qui peut tout à fait se comprendre.
Le kiné, voilà, il échange avec beaucoup d'autres kinés, des psys, des spécialistes du sport. L'infirmier, il y a beaucoup ce tandem avec le médecin généraliste, mais il échange aussi avec des centres addictos. Il y a toujours aussi le tandem médecin-pharmacien. Les sages-femmes, en tout cas de la maternité du territoire pilote, sont beaucoup mobilisées et échangent beaucoup avec les infirmiers des centres addiction. Voilà. Par contre, on se rend compte que du coup, il y a très peu d'échanges entre des centres addictos vers les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on sent que les professionnels de premier recours ont envie de se mobiliser et sont peut-être un peu maladroits, ne savent pas trop comment demander de l'aide à ces centres addictos. Mais on n'a pas vu non plus l'échange inverse, c'est-à-dire que les centres addictos qui allaient solliciter les professionnels de premier recours en disant là on a un cas de patient qui est simple, il doit être pris en charge maintenant, nous on a des délais de rendez-vous, c'est que dans 3 semaines, je ne sais pas, est-ce qu'un médecin, un pharmacien peut le prendre en charge le temps que nous on puisse le reprendre après si ça devient trop compliqué. Il n'y a malheureusement pas eu cet échange-là, donc c'est quelque chose sur lequel nous essayons de travailler. Voilà. Donc c'est cette problématique-là qui est majeure en fait, c'est ce manque de connexion et d'échange entre la première et la seconde ligne. Concernant du coup l'application de la méthode 5A, que je vous disais, qui est donc la méthode sur laquelle nous nous appuyons pour proposer les formations d'accompagnement au sevrage tabagique. Donc, comme vous le disiez très bien Philippe tout à l'heure, on s'est rendu compte à l'issue de cette évaluation que finalement, les professionnels de santé, après notre passage, ils faisaient tous le minimum 3 heures. Donc pour nous, ça a été quelque chose de très bénéfique puisqu'il y a des professionnels qui ne faisaient pas grand-chose finalement, qui ne prenaient pas en charge le tabac puisqu'ils ne savaient pas déjà qu'ils pouvaient prescrire et qui finalement se sont mis à demander, conseiller et ensuite orienter du coup leurs patients. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un point très positif pour nous. Ensuite, on remarque du coup qu'au niveau des médecins généralistes, finalement, ils constituent un relais entre les nouveaux prescripteurs et les centres addiction. Puisqu'en général, les retours que nous avons eus des centres addiction, c'est que le seul professionnel de la ville avec lesquels ils échangeaient, c'était les médecins généralistes. Donc, le médecin généraliste se retrouve finalement à faire un peu tampon entre les autres professionnels et ces centres addiction. Donc, c'est quelque chose finalement sur laquelle nous essayons de travailler, mais qui démontre qu'on voit bien que quelle que soit la profession, le patient peut être pris en charge. Pas forcément un suivi complet, mais au moins initier une prise en charge, ce qui est déjà beaucoup, étant donné que certains ne faisaient rien jusqu'à présent. Et ce qui permet aussi de démontrer qu'il y a des discours qui ont été homogénéisés grâce à cette intervention et qui permet d'éviter des discours contraires en fait, entre professionnels et de ne pas perdre le patient. Donc, au bilan de cette évaluation, nous, ce qu'on a constaté, c'est que du coup, la méthode d'accompagnement au sevrage tabagique que nous proposions est intégrable dans la pratique des soignants. Elle est en complément d'un soin pour certaines professions, notamment on a pensé aux infirmiers et aux kinés qui, lorsqu'ils discutent avec le patient, peuvent aborder cette notion de tabac, qu'elle peut être abordée au comptoir, notamment aussi avec un pharmacien, que les professionnels étaient intéressés et tout à fait légitimes à cette prise en charge, puisque ce qui nous a été remonté, c'était que beaucoup ne se sentaient pas finalement légitimes, ne se sentaient pas suffisamment formés et outillés. Donc nous avons essayé de combler ces manques-là pour qu'ils puissent se sentir davantage légitimes et initier une prise en charge. L'utilisation des outils et des formations, on a identifié des préférences selon les corps de métier que je n'ai pas le temps de vous présenter ici. Ce qui fait que du coup nous avons retravaillé les outils. Vous allez voir notamment dans le kit que l'on vous a fourni à l'entrée, il y a des nouveaux carnets qui sont jaunes et bleus. Donc on a retravaillé les outils, notamment l'éventail des aides que je vous ai montré au début n'est plus utilisé. On est en train de retravailler on a retravaillé la fiche. On retravaille les outils en fonction des remontées des professionnels et on essaie de les adapter à chaque corps de métier de façon à ce qu'il y ait une certaine spécificité pour chacun. Nous travaillons également avec les URPS pour des formations un peu plus ciblées.
Également, donc, on a relevé des difficultés d'échange, comme je vous le disais, entre première et seconde ligne, et des habitudes, et peut-être dû à une méconnaissance des réseaux existants finalement. Donc nous, on a essayé d'apporter finalement les connaissances qui manquaient aux professionnels. Et les problématiques majeures de ces professionnels de première ligne qui ressortent, c'est finalement un manque de temps et une absence de rémunération pour certains soignants. Au niveau des pistes d'amélioration, donc nous, on souhaite essayer de communiquer davantage auprès du grand public, puisque finalement la communication, elle doit être double. Elle doit cibler à la fois les patients et les professionnels. Maintenant que les professionnels sont outillés, formés, qui s'intéressent, ils sont aptes finalement à répondre à des patients. Et du coup, d'où l'intérêt de dire aux patients, bon, ben c'est bon, vous pouvez y aller, les professionnels, ils savent de quoi faire. Ensuite, nous souhaitons du coup développer des formations spécifiques, comme je vous l'ai dit, et mobiliser l'ensemble des professionnels d'un lieu. Donc finalement, qu'on ne se cible plus seulement sur les prescripteurs, mais que lorsqu'on va en pharmacie, on s'occupe également de former les préparateurs, que dans un cabinet dentaire, on inclut l'assistante dentaire, dans des cabinets médicaux, les secrétaires médicales, etc. Et enfin, donc, d'adapter les outils, comme je viens de vous le dire. Au niveau des perspectives, donc, comme il s'agit d'un projet avant tout régional, donc après l'évaluation sur le territoire pilote, nous avons pour ambition du coup de déployer le projet sur toute la grande région Nouvelle-Aquitaine. Donc pour cela, nous allons travailler sur de la mise à l'échelle du projet via des relais d'organisation sur les territoires, comme notamment les CPTS, les MSP. Pour cela, donc, ça fera l'étude d'implémentation de projets sur d'autres territoires, développement d'outils d'accompagnement au déploiement, comme des kits de prise en main, une organisation et un accompagnement qui doit être travaillé aussi par la Coréade, comment on coordonne tout ça finalement sur le territoire, de façon à généraliser tout le projet LAST. Donc actuellement, nous sommes en train de déployer le projet sur les Pyrénées-Atlantiques et prochainement, nous allons travailler donc sur le déploiement du projet en Dordogne. Voilà, je vous remercie pour votre attention.